Mais ce qui m'inquiète, c'est vraiment cette fracture réelle dans la population française, puisqu'il y a ceux qui veulent, soit ceux qui ont déjà été vaccinés et les autres qui veulent aller se faire vacciner, et qui commencent à critiquer ceux qui veulent garder ce libre choix de ne pas être vaccinés. Voilà, moi j'étais une ancienne députée de la majorité, j'ai été exclue l'année dernière parce qu'ils n'ont pas accepté que je porte une parole différente, ils n'ont pas accepté que je vote différemment. Et cela n'est pas normal. On ne reconnaît plus le pays de la Convention des droits de l'homme, on ne reconnaît plus le fonctionnement de nos institutions et je suis très inquiète. Bonjour Martine Bonner. Bonjour Inge. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci beaucoup pour votre accueil ce matin. Merci. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis députée de la 4e circonscription du Bas-Rhin. Je suis médecin psychiatre. Je suis mère de 3 enfants et membre à l'Assemblée nationale de la Commission des affaires sociales et membre également de l'Assemblée parlementaire française au Conseil de l'Europe. Merci. Et aujourd'hui, notre sujet est le pass sanitaire et le fonctionnement du Parlement. Oui, et il y a beaucoup à dire. et tout d'abord, justement, avant-hier, le 25 mai, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour sortir la gestion de crise de l'état d'urgence avec le pass sanitaire. Pour la 2e fois. Oui, tout à fait. Alors, la semaine dernière, les parlementaires, d'abord à l'Assemblée et ensuite au Sénat, ont étudié ce texte. Et comme c'était une procédure accélérée, il y a eu une commission mixte paritaire qui a réussi à se mettre d'accord. Et une grande majorité des parlementaires des 2 chambres ont souhaité voter l'adoption du pass sanitaire. Personnellement, j'y suis formellement opposée, puisque ce pass sanitaire entraîne une forme de ségrégation entre les citoyens, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne seraient pas encore vaccinés ou ceux qui ne souhaitent pas être vaccinés. Mais il faut tout de suite préciser que ce texte, il a un titre assez plaisant puisque il laisse sous-entendre le titre de la loi que nous sortirons de l'état d'urgence. En fait, c'est totalement faux. Nous sommes toujours en état d'urgence en France. De toute façon, il y a un couvre-feu. Hein. Ça, c'est l'exemple très simple qui montre aux Français que c'est un véritable état d'urgence. Et surtout, il y a des mesures extrêmement privatives de liberté qui sont maintenues dans le fonctionnement de la République. Ce pass sanitaire, en fait, est assez inadapté puisqu'on sait maintenant que la double vaccination, et c'est même le ministre Olivier Véran qui l'a précisé, la double vaccination n'entraîne pas une immunité. Donc, le fait que les personnes soient vaccinées ne garantit absolument pas qu'ils ne sont pas contagieux. Pour eux-mêmes, est-ce que ça garantit qu'ils ne vont pas tomber malades? C'est faux également. Donc, ce pass sanitaire, en fait, est une preuve de rien du tout. Et ça fait, en plus, comme je disais en introduction, ça sépare complètement les citoyens. Et je pense que ce n'est vraiment pas la bonne solution. L'OMS, d'ailleurs, l'a dit également. L'OMS ne souhaite pas que le pass sanitaire soit adopté. Voilà. Mais d'après vous, pourquoi le gouvernement français, il veut absolument pas ce pass sanitaire? Le gouvernement français, aujourd'hui, dans sa stratégie de lutte contre le Covid, souhaite que toute la population soit vaccinée, en tout cas une majorité de cette population,
pour obtenir une immunité collective. Mais en fait, là aussi, en lisant les textes scientifiques, en discutant avec des professeurs, on se rend bien compte que l'immunité naturelle existe. Pour les personnes qui ont été malades, ces personnes-là ont des anticorps naturels. Et cela n'est pas pris en compte. Et même si les personnes ont été infectées l'année d'avant ou même en début d'année, les personnes nécessitent quand même, dans le programme français, d'être vaccinées. Donc tout cela n'est pas cohérent et il n'y a pas d'explication claire. Comme j'ai participé au débat, j'ai posé beaucoup de questions au gouvernement et beaucoup de questions au ministre. Et je n'ai jamais de réponse. Ils ont décidé et vous demandiez si le Parlement est encore utile actuellement en France. Je vous réponds très clairement non, puisque depuis plus d'un an maintenant, depuis que l'état d'urgence a été voté, les parlementaires exécutent simplement et votent très simplement, sans aucun débat, sans aucun échange, sans pouvoir modifier quoi que ce soit, ou vraiment à la marge, mais des choses qui ne sont pas importantes, tout ce que le gouvernement impose. Et cela n'est pas normal. On ne reconnaît plus le pays de la Convention des droits de l'homme, on ne reconnaît plus le fonctionnement de nos institutions, et je suis très inquiète. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous voulez dire, même au sein du Parlement, la démocratie est beaucoup réduite, en fait. Oui, déjà, il y a en permanence une obligation d'être simplement la moitié des parlementaires présents du fait de la crise sanitaire et des mesures sanitaires. On ne nous permet pas d'être tous là en même temps. Vous voyez très bien que l'hémicycle, quand vous voyez les images, est encore plus vide que d'habitude. Et cette sortie de la crise qui a été votée mardi, il n'y avait que 150 députés présents sur les 577. Donc, à la fois le nombre, mais aussi en qualité des débats, c'est tout à fait insuffisant. Le gouvernement, à chaque fois, veut aller très, très vite et ne prend pas la peine de répondre aux questions des parlementaires. Mm-hmm. Au début, je croyais quand même il y a le débat, c'est-à-dire, mais le débat, ça devient une formalité. Mais en fait, vous dites, il n'y a même pas le débat maintenant. En fait, vous savez, le principe, hein, les députés ont le droit de déposer des amendements pour essayer ou de bloquer certains articles ou de changer ou de proposer des choses différentes. Mais les députés défendent leurs amendements, mais en retour, le gouvernement ne prend pas la peine de répondre. Et donc, ça coupe le débat tout de suite. Et ça, c'est une marche en avant, vraiment un véritable rouleau compresseur depuis le mois de mars 2020, depuis la promulgation de l'état d'urgence. Et ce qui est assez incroyable, c'est que, en fait, on est confronté à un état d'urgence sécuritaire et pas à un état d'urgence sanitaire. On aurait pu gérer, on a les outils en France, dans le code de santé publique, qui nous auraient permis de gérer cette épidémie tout à fait différemment. Et on voit aussi les sommes incroyables qui ont été mises dans la gestion de cette crise, de cette pandémie, mais pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'on aurait pu même construire un hôpital. En Chine, on a vu à quel point c'était possible. En France, avec tout l'argent qui a été dépensé, on aurait pu construire plusieurs hôpitaux supplémentaires, on aurait pu renforcer les services d'urgence et les services Covid, on aurait pu renforcer le personnel, et tout cela n'a pas été fait. Et à côté de ça, en privant les commerces, en privant beaucoup de champs et de filières économiques dans les entreprises, on entraîne petit à petit notre pays
à la ruine. Et cela est triste. Moi, ça m'attriste profondément. Et je pense que toute cette gestion est très, très, très mal faite. Les choix qui sont décidés ne sont pas les bons. Pour le pass sanitaire, je croyais pour le pass sanitaire, c'est un peu différent par rapport au pass vaccinal. C'est-à-dire, comme il y a 3 possibles. Tout à fait. Je vais peut-être reprendre en détail. Donc, dans le pass sanitaire, en effet, il y a la possibilité d'avoir le bon QR code si vous avez la double vaccination. Il y a aussi la possibilité du test PCR négatif, mais là, on sait très bien que ce test n'est pas fiable. On le sait maintenant depuis très longtemps. Il y a des faux positifs. Donc, et c'est un outil qui a été aussi abandonné par plusieurs pays. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est un certificat de rétablissement. Mais là aussi, j'ai voulu avoir des détails, j'ai voulu avoir des précisions. Justement, j'avais demandé si on avait une prise de sang qui démontrait qu'il y avait beaucoup d'anticorps. Est-ce que cela pouvait servir de preuve? Et en fait, non. Donc, on ne sait pas ce que c'est que ce certificat de rétablissement. Et de toute façon, les citoyens français qui, depuis un an, ont très, très peur, hein, puisque le gouvernement a terrorisé la population par rapport au Covid, alors que quand on regarde réellement le nombre de personnes décédées, on voit bien que ce sont des personnes très, très âgées ou des personnes dont l'état de santé était déjà très vulnérable, enfin, ils étaient en situation de vulnérabilité. Et ce ne sont pas les personnes jeunes ou les personnes en dessous de 70 ans qui décèdent. Et donc, cette envie pour les personnes de retrouver la vie d'avant les précipite vers cette vaccination. Et je reste aujourd'hui extrêmement prudente puisque on n'a pas suffisamment de recul encore, on n'a pas suffisamment analysé ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque par rapport à ces vaccins. J'ai appris hier soir que certains pays avaient également stoppé complètement Johnson & Johnson. Des pays avaient pris des mesures déjà sur AstraZeneca, mais maintenant Johnson & Johnson également. Et la France, par contre, continue à utiliser l'ensemble de ces vaccins, alors que l'Agence nationale de sécurité du médicament, vous pouvez aller sur le site, il y a toutes les déclarations des effets secondaires qui sont déclarés, parce que là aussi, on sait qu'il y a une sous-déclaration, mais ça date pas de la Covid. Hein, les Français n'ont pas forcément ce réflexe, et les professionnels de santé non plus, que de prendre le temps de déclarer les effets secondaires. Donc, il y a cette sous-déclaration. Mais malgré la sous-déclaration, il n'y a jamais eu autant d'effets secondaires graves, très graves, déclarés. Donc, je dis aux Français d'être prudents, d'avoir conscience et la connaissance d'éventuels risques quand ils choisissent le vaccin, parce que eux, dans cette période avant l'été, ils ne pensent qu'aux vacances, ils souhaitent voyager, ils souhaitent se déplacer. Et de ce fait-là, ils oublient que peut-être ils prennent quelques risques en allant se faire vacciner. Est-ce que vous allez vous faire vous-même aussi vacciner? Pour le moment, je n'en ai pas du tout envie. Pour la bonne et simple raison, je fais partie des 5 médecins qui avons créé un collectif qui s'appelle Laissons les médecins prescrire, et qu'avec le recul, avec le nombre de patients qui ont été pris en charge par le collectif, hein, on est aujourd'hui à plus de 5000 personnes qui ont été soignées par notre collectif, et il y a toujours d'excellents résultats avec un traitement ambulatoire précoce qui permet d'éviter les hospitalisations, qui permet heureusement d'éviter les décès. Donc, comme il y a un traitement,
je n'ai pas du tout envie de faire partie de cette expérimentation à échelle mondiale, parce que ce sont même les laboratoires pharmaceutiques qui expliquent qu'on est encore en phase 3 d'expérimentation. Ils ont de toute façon qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Donc tout cela ne me paraît pas apporter suffisamment de preuves. Donc je n'irai pas pour le moment me faire vacciner. Donc en fait, en France, pour le moment, on a des traitements efficaces et aussi autorisés, c'est bien ça, les médecins. Alors, il y a, dans notre collectif, nous disons, et nous avions d'ailleurs fait une étude, et nous sommes aussi en relation avec différents services qui traitent, dont celui de l'Institut universitaire de Marseille. Il y a notamment aussi simplement que l'antibiotique, l'azithromycine. On peut toujours utiliser l'hydroxychloroquine parce que malgré à un moment de 2020, cette molécule avait été interdite en France, mais depuis juillet 2020, on peut de nouveau l'utiliser, mais les médecins doivent bien écrire sur l'ordonnance en dehors de l'autorisation de mise sur le marché. Mais ça, c'est quelque chose que les médecins ont toujours le droit de faire en France. Ce sont eux qui sont responsables de la santé de leurs patients et ce sont eux qui engagent cette responsabilité en donnant ce type de traitement. Il y a également beaucoup de très nombreux pays utilisent l'ivermectine. L'ivermectine, on peut la trouver en France puisque c'est un médicament qu'on utilise pour d'autres maladies comme la gale par exemple, mais l'ivermectine n'a pas eu d'autorisation. J'avais alerté les plus hautes instances de santé en France en demandant que l'ivermectine obtienne une RTU, donc une autorisation en urgence d'être utilisée, et cela n'a pas été fait. Donc l'ivermectine, on peut la trouver, et comme l'hydroxychloroquine, on peut l'utiliser, mais en dehors de l'autorisation classique de mise sur le marché. Donc oui, il y a des médecins en France qui prennent cette responsabilité. Ils se mettent dans une forme de danger parce que le Conseil de l'ordre des médecins a plusieurs fois menacé les médecins qui prescrivent. Et c'est là aussi quelque chose d'assez incroyable que dans notre pays, les médecins qui soignent, les médecins qui ont d'excellents résultats, soient menacés par leur propre conseil de l'ordre. C'est incroyable. Ok, donc en fait, les médecins en France ont le droit de prescrire, c'est ça, Voilà, les médecins en France peuvent, encore une fois, prendre cette responsabilité de prescrire, peuvent soigner et donner les médicaments avec l'accord du patient, bien sûr, qu'ils estiment nécessaires. Et les pharmaciens, à partir du moment où c'est bien précisé, en dehors de l'autorisation de mise sur le marché, délivrent ces médicaments. Et en fait, Monsieur Macron, le président Macron, il a dit le pass sanitaire est un outil supplémentaire pour assurer la protection des Français. Et selon vous, c'est totalement faux. C'est totalement faux, sauf le respect que je dois à notre président. C'est vraiment totalement faux, puisque ce pass sanitaire, voilà, c'est ou un morceau de papier ou un QR code, et c'est pas ça qui protège les Français, puisque encore une fois, on a cette certitude et on peut le voir des personnes qui ont déjà la double vaccination retombent malades, on a plusieurs cas comme ça, font de nouveau la Covid, et donc on sait très bien que ça ne les protège pas et ça ne protège pas les autres des contaminations. Donc en fait, ce pass sanitaire ne signifie rien en matière de santé par rapport à la Covid, mais l'utilité peut-être du pass sanitaire, c'est que les données numériques qui sont dans ce pass peuvent être utilisées par des organismes, par des sociétés. On nous dit que ces données vont être gardées plus de 20 ans, donc ça c'est dans le texte de loi aussi, pour des projets de recherche, mais on n'en a aucune assurance, on ne sait pas. Le cadre n'est pas défini.
Donc c'est peut-être ça, c'est une façon aussi de pister les gens, de savoir à quel endroit ils ont été, peut-être dîner, à quel endroit ils ont été déjeuner, dans quel cinéma ils ont été. Parce que si vous êtes tracé en permanence avec le QR code, c'est facile de vous suivre partout. Justement, tout à fait. Mais en fait, aujourd'hui, c'est le vote au Sénat. Tout à fait, exactement. Mais vous savez très bien que ce sont toujours les députés, de toute façon, qui ont le dernier mot en France, hein, dans cet aller-retour. Et le pass sanitaire, on peut considérer aujourd'hui qu'il est acquis pour les Français. D'accord, c'est-à-dire aujourd'hui, une fois c'est encore adopté, ce sera définitif. Tout à fait. Quel est votre sentiment si une fois que c'est validé, qu'est-ce qui va changer pour les Français? Les Français, s'ils ont cette obligation de l'utiliser, vraiment, alors pour le moment, ce n'est dans ce cadre de la loi, il est précisé que c'est uniquement pour les très très grands événements, quand il y aura plus de 1000 personnes, mais on sait très bien que d'ici quelques semaines, ça sera demandé partout, pas seulement pour les grands événements. Et il y a déjà plusieurs commerçants, plusieurs professionnels qui se sont mis sur un réseau qui s'appelle Animap. Et ce réseau, en fait, répertorie en France toutes les personnes qui ne demanderont jamais le pass sanitaire et qui ne demanderont pas les QR codes. Donc, je trouve ça intéressant qu'il y ait une forme de solidarité des commerçants, des artisans, de tous les professionnels. Mais ce qui m'inquiète, c'est vraiment cette fracture réelle dans la population française, puisqu'il y a ceux qui veulent, soit ceux qui ont déjà été vaccinés et les autres qui veulent aller se faire vacciner, et qui commencent à critiquer ceux qui veulent garder ce libre choix de ne pas être vaccinés. Donc, je pense malheureusement que ça va accentuer les tensions entre les différentes personnes et c'est très dommage. Donc, selon vous, peut-être il y aura un problème social. Oui, parce que on sait malheureusement qu'il y a déjà eu des dénonciations, des choses comme ça, dès le début, hein, pendant le premier confinement. Et malheureusement, les personnes qui font confiance aveuglément dans l'État et qui n'imaginent pas que l'État ne veut pas forcément le bien des Français, ne comprennent pas qu'ils risquent quelque chose en allant se faire vacciner, notamment voilà, les thromboses, etc. Et imaginent que c'est l'outil magique, vraiment que c'est l'outil magique pour ne plus être malade. Mais on sait très bien que c'est totalement faux et qu'un pass n'a jamais rien garanti en matière de sécurité sanitaire. J'aimerais juste revenir sur le Parlement, parce que tout à l'heure, vous dites, en fait, c'est le gouvernement qui décide, il y aura le deuxième vote ou troisième vote ou pas, c'est ça, USCO. Tout à fait, exactement. Et après, comme il y a la majorité Oui, dans le Parlement français, il y a cette majorité écrasante pour le président Emmanuel Macron. Il y a à la fois La République en marche, mais également le MoDem, et ces députés sont majoritaires. Donc, de toute façon, voilà, moi, j'étais une ancienne députée de la majorité. J'ai été exclue l'année dernière parce qu'ils n'ont pas accepté que je porte une parole différente. Ils n'ont pas accepté que je vote différemment. Et ce qui prouve aussi que le débat n'est plus respecté parce que une seule députée sur 300 députés de la majorité, ça pèse pas lourd. Et au contraire, ils auraient pu estimer que justement c'était une preuve d'ouverture. Mais ils ont préféré m'exclure. Donc de toute façon, on est certain que ce pass sanitaire va être adopté. Et il sera en œuvre en France à partir du 9 juin.
Oui, d'accord. Mais c'est vraiment étonnant, en fait, d'entendre ça, parce que pour moi, un député, il représente le peuple, hein. Il représente pas avant tout le parti. Vous avez complètement raison. Je fais énormément de réunions publiques. Je participe à des manifestations en France, quand elles sont autorisées, bien sûr, puisqu'en ce moment, régulièrement, les manifestations sont interdites, alors que c'est un droit fondamental dans notre Constitution que d'avoir le droit de manifester. Et quand je rencontre des citoyens, ils ne se sentent plus du tout représentés par leurs élus, par leurs députés. Et c'est en effet inquiétant là aussi. Les députés de la majorité présidentielle sont pour la plupart des députés qui n'avaient pas d'expérience et qui acceptent vraiment, sans réfléchir, de voter ce que demande l'exécutif, donc le gouvernement. Et ils n'ont pas compris le sens premier du travail du député, qui est d'évaluer et de contrôler le gouvernement. Il y a eu des choses très bien portées dans la loi par Emmanuel Macron, mais là, cet état d'urgence qui dure maintenant depuis 1 an et plusieurs mois, depuis 1 an et 3 mois, ça suffit. Il faut absolument que cela s'arrête. Et les hôpitaux se portent bien, puisqu'il y a beaucoup de places disponibles. Et encore une fois, il aurait suffi de renforcer l'hôpital, ce qui aurait pu être fait déjà dès le début. Et au contraire, le nombre de places dans les hôpitaux ont été encore réduits depuis le début de la crise. Donc on voit que tout cela est incohérent. Et tout cela n'est pas mis en place pour la santé des Français. Et vous avez aussi dit, depuis 1 an, vous avez vu de l'intérieur les incohérences, les incompétences et les mensonges dans la gestion sanitaire. Est-ce que vous avez certains exemples vraiment symboliques, par exemple les mensonges? Quels sont les mensonges? Alors, peut-être pour commencer par les incohérences, on a vu qu'à chaque moment, on a commencé par parler des masques en disant il faut absolument ne pas mettre le masque tout au début, ça ne sert à rien. Après, on a dit ah si, il faut mettre le masque. Après, on avait le droit au masque en tissu. Maintenant, on n'a plus le droit au masque en tissu et les masques sont toujours obligés. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, il y avait toutes ces décisions sur le fait qu'il fallait se faire soi-même des autorisations de sortie, ce qui est complètement ridicule. On avait le droit de sortir dans un périmètre d'abord de 1 km, ensuite de 100 km, ensuite 10 km, 30 km. Enfin, voilà, tout cela n'est pas cohérent. Maintenant, donner un exemple, donc on a un couvre-feu à 21h, et pourquoi 21h, pourquoi pas 22h, 23h, tout cela n'a jamais été discuté au Parlement. Tout cela a été décidé par la haute administration française et ça ne correspond absolument pas à une évidence de traitement ou à une exigence de lutter contre l'épidémie. Et aujourd'hui, peut-être que le mensonge que je dénonce, le mensonge que je dénonce, c'est de faire croire à toute la population, en effet, que par le biais de ce vaccin, d'abord il y a deux choses, de faire croire que seul le vaccin est une issue possible, alors que tout à l'heure, vous le savez bien, j'ai parlé des traitements précoces et ça marche notamment sur tous les variants, alors que les vaccins non seulement sélectionnent et font une pression sur le virus, donc créent d'une certaine façon les variants, et surtout les vaccins qui ont été fabriqués tout au début avec notamment le variant anglais, enfin, pour lutter contre le variant anglais, ne marchent pas sur l'ensemble de la Covid, et surtout de cacher et de ne pas être transparent en disant que si vous allez vous faire vacciner, vous êtes encore en phase d'expérimentation,
j'estime que c'est mentir aux Français. Et je trouve dommage que il y ait cette, oui, cette avancée permanente vers des obligations qui en fait sont disproportionnées et sont inadaptées pour le bien des Français. Mhm. Justement, tout à l'heure, on a parlé le pass sanitaire, c'est juste, normalement, c'est temporaire jusqu'au 30 septembre. Mais il y a certains craignent que ça va basculer vers une société de surveillance généralisée. Tout à fait, tout à fait. Bon, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de boule de cristal, hein, et pour le moment, vous avez raison, tout ce qui a été voté prendra fin le 30 septembre. Mais l'état d'urgence sanitaire peut être activé, puisqu'il y a cette loi du 23 mars qui, elle, est encore active jusqu'au 31 décembre 2021. Et si je regarde notre voisin suisse, le peuple suisse va bientôt voter et va devoir donner son avis sur un état d'urgence qui peut durer jusqu'en 2031. Et ça, c'est véritablement ma crainte, c'est que tout ce qu'on est en train de mettre en place soit beaucoup plus pérenne que simplement les quelques semaines qu'on nous dit pour couvrir l'été. Je pense malheureusement que ça va s'inscrire dans la durée et cela est inquiétant pour la France. Et avant de conclure notre interview, et quel est votre message pour notre ministre de la Santé, Olivier Véran? J'aimerais qu'il retourne un peu sur les bancs de la médecine, parce que j'ai l'impression que depuis plus d'un an maintenant, il a tout oublié. On a l'impression qu'il réinvente la médecine. Et je vais dire une chose très simple. On sait, et ça c'est toujours évident, il ne faut jamais, jamais vacciner une population en pleine épidémie. Or, c'est ce qui a été fait. Et j'aimerais que Olivier Véran mette un tout petit peu son ego de côté. C'est bien, il est très heureux d'être devenu ministre, mais il faut qu'il pense aux Français avant de penser à lui. Et il faut surtout qu'il écoute de bons scientifiques, de vrais scientifiques. Et je pense que ça serait un avenir serein pour la France. Merci beaucoup, Martine Bonner. Merci Ying pour cette interview.